19 h, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 2 mars. Sommet des non-alignés à Bakou, l'Algérie plaide pour un rôle équilibrateur du groupe dans les rapports de force qui régissent l'ordre international. L'Algérie s'investit davantage dans l'énergie propre, 3 milliards de dollars injectés dans l'énergie solaire en ligne de mire, 2000 MW de capacité énergétique. Palestine, grève générale à Ariha au lendemain de l'agression des colons de la ville de Houara. Un Palestinien est tombé en martyr ce jeudi dans de nouvelles exactions sionistes. Échec annoncé à l'issue de la réunion du G20 en Inde après que le ministre des Affaires étrangères n'ait pu aboutir à la signature d'un communiqué final. Lancement des travaux de la réunion du sommet du groupe de contact du mouvement des non-alignés sur la reprise et la relance mondiale post-Covid-19 ce jeudi à Bakou avec la participation du Premier ministre algérien Ayman Ben Abderrahmane en qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune. La relance mondiale après 3 années de pandémie et des voies et moyens de résorber ses effets et répercussions ainsi que les activités futures du mouvement des non-alignés sont au cœur des travaux de cette réunion dont le communiqué final est attendu ce soir. Ces circonstances difficiles exigent de nous davantage d'efforts collectifs en vue d'accélérer le processus de recouvrement post-pandémique. Nous avons insisté sur le fait que la pandémie Covid-19 présente des défis sans précédent à tous les niveaux et c'est ce que traverse le monde actuellement. Nous sommes réunis dans ce contexte international très délicat qui n'en est pas moins grave que celui vécu au début de la crise sanitaire, en particulier celui des crises alimentaires et énergétiques. Et justement, dans ce contexte, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abderrahmane a insisté sur l'importance de fournir davantage d'efforts collectifs face aux défis particuliers qui se présentent au monde après cette pandémie. L'Algérie n'a eu de cesse de prêter main forte aux pays frères et amis affectés par les effets de la crise sanitaire induite par la pandémie Covid-19 et de plaider à l'échelle internationale et dès le début de la crise sanitaire en faveur de la consécration du principe d'égalité d'accès des pays au vaccin, notamment au profit des pays en voie de développement, et ce, quel que soit leur niveau de développement économique et technologique, afin de leur permettre de jouir de leurs droits aux soins de santé adéquats et indispensables et d'atteindre les objectifs du développement durable. Le Premier ministre a également évoqué les aides apportées par l'Algérie aux pays amis et frères affectés par la crise sanitaire ces dernières années, notamment en ce qui concerne la consécration du principe d'égalité d'accès des pays au vaccin. Outre sa contribution financière au Fonds des Nations Unies pour la riposte à la Covid-19, mon pays a appelé les institutions financières internationales à desserrer les taux sur les pays en voie de développement, en adoptant une série d'initiatives qui prévoient entre autres leur désendettement et l'accompagnement de leur politique nationale post-Covid-19. D'ailleurs, l'Algérie, par la voix de son Premier ministre, a plaidé pour que le mouvement des non-alignés puisse adopter le rôle d'équilibrateur dans les rapports de force qui régissent l'ordre international. Les pays du Sud sont appelés à prendre leur destin en main. Safwan Ben Sabré. Le mouvement des non-alignés a connu ses heures de gloire à l'époque des 2 superblocs soviétiques et américains. La conférence de Bandung en 1955 a permis de donner une voix aux nations encore colonisées. Celle de 1973 à Alger a quant à elle consacré le droit aux pays du Sud au développement. C'est dans ce contexte historique remis au goût du jour que l'Algérie a appelé, lors du sommet du groupe de contact des non-alignés de Bakou en Azerbaïdjan, à redoubler d'efforts collectifs dans un contexte mondial difficile. J'appelle depuis cette tribune l'ensemble des pays membres à l'impératif de renouveler leur engagement vis-à-vis du mouvement et de redoubler d'efforts pour redynamiser son rôle dans le rééquilibrage des relations internationales marquées par de nouveaux défis et enjeux.
À l'heure des bouleversements de l'ordre international de Yalta, mis en exergue par la guerre en Ukraine, le mouvement retrouve donc une partie de sa vigueur d'antan. Les pays du Sud font face à de nouveaux défis. Quelle position adopter face aux anciens pôles et aux pôles émergents? L'heure est désormais à la multipolarisation. Toujours est-il qu'après 70 ans de Pax Americana, qui n'aura eu de pacifique que le titre, les pays du Sud sont appelés une nouvelle fois à prendre leur destin en main en profitant d'une marge de manœuvre élargie par le cours de l'histoire. Il s'agit pour Alger de répondre à un impératif de rééquilibrage des rapports de force qui régissent la scène internationale, qui coïncide avec l'affrontement entre plusieurs blocs cristallisés par le conflit ukrainien. En 2020, le groupe algérien Sonatrach lançait son fameux projet destiné à l'optimisation des coûts, notamment ceux relatifs à l'importation. 3 ans après, le groupe a fait des pas de géant dans ce domaine. Il fabrique aujourd'hui ses propres pièces de rechange. C'est notamment le cas au complexe de Skikda, avec à la clé de précieuses économies en devises. Khaireddine Batache. Le groupe algérien Sonatrach engagé sur la voie de la promotion du contenu national grâce au recours à la production nationale. Une stratégie basée sur la réduction du recours aux ressources étrangères au profit d'une optimisation des ressources locales, y compris en matière de production, lancée par la direction du projet COST en 2020. Au complexe de liquéfaction du gaz naturel de Sonatrach à Skikda, l'heure est aux économies également. Plus de 30 millions d'euros ont été économisés par le groupe algérien en une année grâce au recours à la production nationale de pièces de rechange. Grâce à notre activité et notre production de pièces de rechange, nous avons permis au Trésor public d'épargner l'équivalent de 8 millions d'euros en l'espace d'une année. Car si nous avions importé ces produits, cela nous aurait coûté 4 ou 5 fois plus cher. En d'autres termes, l'économie réelle qui a été réalisée se chiffre à environ 32 millions d'euros. L'objectif à terme est d'en finir avec l'importation de ce type de produit en faisant d'une pierre deux coups. Permettre au tissu industriel national d'offrir des alternatives et au Trésor public de préserver ses réserves de change. Surfant sur cette dynamique positive, le groupe prévoit en 2023 de passer au stade de fabrication d'autres pièces électroniques, électriques et autres bien plus compliquées. Le groupe Sonatrach concentre ses efforts sur l'amélioration du taux d'intégration dans le domaine de la fabrication des pièces de rechange. À noter également la signature en marge de la 3e édition des Journées de l'Industrie organisée cette semaine à l'unité Sonatrach de Skikda, la signature de plusieurs contrats avec des sociétés publiques et privées pour la fourniture de diverses pièces de rechange pour la fabrication de plus de 1500 lames de turbine. Importées d'Allemagne dans un passé récent, cette démarche permettra au groupe de réaliser une économie chiffrée à 1,5 million d'euros. Et l'Algérie s'investit davantage dans l'énergie propre. Le groupe Sonelgaz lance un appel d'offres national pour la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques. Le projet concerne 11 régions d'Algérie du Sud et des Hauts Plateaux pour une puissance de 2000 MW, soit l'équivalent d'un investissement global de 3 milliards de dollars. La remise des offres et l'ouverture des plis sont prévues pour le 29 mai prochain. Et dans l'affaire d'espionnage Pegasus, un collectif de militants marocains victimes d'intrusions illégales dans leur téléphone décide de se joindre à l'action en justice menée aux États-Unis par Meta contre la société d'origine sioniste NSO, propriétaire du logiciel espion. Et ce, après avoir reçu une lettre formelle de la société WhatsApp, les avertissant que leur téléphone personnel avait fait l'objet d'une intrusion criminelle par le logiciel espion. Pour rappel, le Maroc a été épinglé en juillet 2021 par Amnesty International pour avoir utilisé Pegasus dans le but de pirater les téléphones de journalistes, politiciens et militants des droits humains marocains et étrangers. Claude Mangin, militante de la cause sahraoui et épouse du détenu sahraoui de Gdeymizik, Naama Asfari, une autre victime du logiciel espion, affirme ce jeudi à Alger que le Maroc a perdu toute crédibilité et légitimité. Comme vous le savez, le Canard enchaîné, Marianne, le Canard enchaîné, Le Monde, l'Humanité bien sûr, et Mediapart ont été surveillés via leurs journalistes. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que vraiment le Maroc a perdu toute légitimité, toute crédibilité, toute bonne image
dans la presse française. Et en plus, comme il continue, le Maroc, de prendre la presse française comme porte-parole de leur pauvre misère, qu'il y a un complot international contre eux, etc. Donc ils portent plainte alors qu'ils n'ont pas le droit de porter plainte et que de toute façon ils sont déboutés, mais ça leur donne la parole 5 minutes. Mais là, ça passe plus, quoi. Ça marche plus. D'autres voix s'élèvent pour dénoncer les crimes coloniaux marocains, cette fois en Italie, où la télévision italienne Rai 3 a diffusé un reportage sur le Maroc Gate, l'affaire de corruption au sein du Parlement européen. Le document met en lumière les manœuvres d'ingérence et d'espionnage du Merzen avec des eurodéputés corrompus. Les crimes de l'occupation marocaine au Sahara occidental ont été aussi grandement mis en exergue. Le reportage est intitulé « L'Europe à vendre ». La Libye demande de l'aide aux Nations Unies. Le chef du gouvernement libyen d'unité nationale exprime le besoin d'une équipe technique afin d'évaluer les besoins pour l'organisation des élections tant attendues dans le pays. Abdelhamid Dbeiba appelle à une coordination pour l'envoi d'observateurs internationaux dans le cadre du processus électoral jusqu'à son achèvement et l'approbation de ses résultats définitifs. Il a également souligné la volonté de son gouvernement d'organiser des élections législatives et présidentielles afin que le peuple libyen puisse choisir librement ses dirigeants et ses représentants dans une démarche visant à mettre fin aux divisions politiques. Après l'élection de Bola Tinubu à la tête du Nigeria avec plus de 8,8 millions de voix, le président algérien adresse un message de félicitations au successeur de Muhammadu Buhari. Abdelmajid Tebboune a exprimé la volonté d'Alger d'approfondir les relations bilatérales avec le pays. Au Mali, la mouture finale de l'avant-projet de la Constitution remise aux mains du chef de la transition. Cette étape marque la marche du pays vers la refondation. Le texte sera soumis à référendum le 18 mars prochain. Souad Bonbatoche. C'est doucement mais sûrement que le Mali se dirige vers la refondation de sa politique et de ses institutions, même si les défis pour le pays demeurent colossaux. Le développement et la sécurité sont sans nul doute en tête de liste des priorités maliennes. Et l'avant-projet de la Constitution présenté au président de la transition le 27 février vient justement affirmer la volonté du Mali d'écrire une nouvelle page de son histoire. La cérémonie solennelle organisée à Koulouba à cette occasion était à la hauteur de l'événement, un pas important pour le peuple malien qui demande de ses vœux la souveraineté totale de son pays. Que ce soit en termes de défense ou encore de gestion des affaires courantes de l'État, il semble que les 191 nouveaux articles qui constituent le texte aient une réponse aux revendications de la majorité du peuple malien. D'ailleurs, les langues nationales de ce pays ont été érigées au rang de langue officielle. De son côté, l'article 45 tranche sans équivoque que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel. Il ne peut être réélu qu'une seule fois et le Premier ministre est nommé par le président de la République. Au-delà du fond et de la forme, cet avant-projet revêt un intérêt particulier puisqu'il permet aux autorités de la transition de respecter les échéances mises en place sous médiation de la CEDEAO et l'Union africaine pour la tenue d'élections et permettre un retour à l'ordre constitutionnel. Aux côtés de la Constitution et la tenue d'une élection, le Mali a aussi entrepris une autre grande réforme, la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme. Et là aussi, le pays fait des percées importantes, selon de nombreux observateurs. D'un côté, la reprise des discussions pour la mise en place des accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger et de l'autre, la mobilisation pour faire face à l'abcès sécuritaire. Le retour vers l'ordre constitutionnel au Mali, justement évoqué lors de la rencontre du ministre malien des Affaires étrangères avec le haut-commissaire chargé des droits de l'homme à Genève. Abdoulaye Diop a évoqué la nécessité d'accompagner son pays dans sa quête. Et par rapport à cela, nous avons eu donc des échanges. Nous savons aussi que c'est une question qui est difficile, mais qui nécessite un débat constructif, un dialogue constructif qui puisse aussi prendre en charge la nécessité de regarder aussi les questions, des contraintes réelles sur le terrain, les questions de capacité. Nous avons par exemple parlé aussi de la mise en place au niveau du Mali d'une direction nationale chargée de la promotion des droits de l'homme.
pour montrer la volonté des autorités d'aller dans cette direction, mais aussi la nécessité pour tous les partenaires souvent de sortir de l'approche de blâmer, de stigmatiser, mais se mettre dans une approche positive pour pouvoir contribuer. Somalie, au moins 10 éléments terroristes Chebab ont été éliminés lors d'une opération de sécurité dans la région centrale de Hiram. Selon des sources sécuritaires, 3 commandants supérieurs du groupe terroriste ont été tués lors de cette offensive. Grève générale à Ariha et la vallée du Jourdain dans les territoires occupés. Un mouvement décrété suite au décès du martyr Mahmoud Jamal Hassan Hamdan après l'agression des forces d'occupation contre le camp de Aqaba Jabr. Les incursions se multiplient en Cisjordanie occupée, en particulier après l'attaque de la ville de Hawara par des colons. L'agression a entraîné la mort d'un Palestinien et fait plusieurs blessés. Manifestation au lendemain du tragique accident ferroviaire en Grèce. Des heurts sont survenus à Larissa. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues pour pointer la responsabilité du gouvernement dans le drame et notamment la privatisation de la société chargée de l'entretien des chemins de fer grecs. Suite à cela, le ministre des Transports grec a présenté sa démission et le chef de gare de Larissa a été arrêté après avoir avoué que la cause était due à une erreur humaine. Le dernier bilan des victimes de l'accident fait état d'au moins 47 décès et plus de 80 blessés. Le gouverneur de la région russe de Briansk a annoncé que des saboteurs ukrainiens ont mené des attaques ce jeudi contre plusieurs localités du district de Klimovo. Selon le dernier bilan rendu public, 2 civils ont été tués lors de cette opération. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé une attaque terroriste et a accusé les assaillants d'avoir ouvert le feu sur des civils. Moscou et Pékin accusent au G20 les pays occidentaux d'avoir recours au chantage et aux menaces pour imposer leur point de vue au moment où les ministres des Affaires étrangères du groupe se retrouvent en Inde, divisés par le conflit en Ukraine. Antony Blinken a d'ailleurs affirmé hier ne pas prévoir de rencontrer les ministres des Affaires étrangères russes et chinois lors de cette rencontre. Et le chef de la diplomatie russe a également confirmé qu'aucun communiqué final ne verra le jour à l'issue de la réunion ministérielle du G20, fustigeant les pays occidentaux pour cet échec. Sergueï Lavrov a déclaré que ses homologues occidentaux n'accordent plus d'importance à la diplomatie et ont transformé le travail sur l'agenda du G20 en, je cite, une farce. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Al 24 News. Très bonne soirée à tous.